Non mais t'as vu les déclarations de l'autre taré là? C'est pas possible à quelle fois il hallucine. Moi je te le dis, y a qu'une seule explication, c'est qu'il se drogue. Et de qui tu parles? Et pas de l'autre allumé là, pété de thunes avec un ego démesuré. Ah non mais je te le dis, hein, il doit être dans un trip sous champi en permanence pour nous sortir 15 agris par jour. Alors ça m'étonnerait. Mais par contre je pense que ça pourrait lui faire du bien. Non mais ça va pas toi? Je te dis qu'il est déjà bien allumé et toi tu voudrais l'encourager à se droguer? Alors j'ai pas dit ça. Mais un trip sous psylo, ça pourrait l'aider à dissoudre son ego et à avoir un peu plus de considération pour ceux qui l'entourent. Non mais n'importe quoi, les mecs comme lui c'est des addicts au pouvoir, je vois pas bien comment ça pourrait l'aider. Bah justement. C'est aussi un bon remède aux addictions. C'est ça, ouais, et ça soigne la dépression aussi, peut-être? Ah bah oui. Comment tu sais? Non mais n'importe quoi, mais t'es un grand malade, toi, en fait! Si je continue de t'écouter, tu vas finir par me dire qu'il faut légaliser tous les produits psychoactifs! La vente et la production de produits psychoactifs dangereux et addictogènes est déjà autorisée en France. Mais n'importe quoi, c'est nouveau, ça! Santé! Non mais d'accord, mais c'est peut-être pas la peine d'en rajouter justement. Les psychédéliques sont classés sans danger physiologique et faiblement addictogènes selon le Lancet de 2015, mais ils continuent d'être prohibés. Non mais qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux là? Vous vous êtes fait embarquer dans une secte ou quoi? Bah non, mais j'ai lu un truc et ça s'appelle Les Nouvelles Promesses des Psychotropes, écrit par Michael Pollan en 2018 et publié chez Pocket en 2021. Ah bah super, mais c'est pas parce qu'un junkie a écrit un bouquin que ce qu'il y a écrit dedans est forcément fiable. Michael Pollan est professeur de journalisme à Berkeley. Il est également rédacteur et journaliste scientifique pour le New York Times et il est l'auteur de nombreux ouvrages. Et le mec a essayé les champignons la première fois aux alentours de l'âge de 30 ans. Il en a pris que 2 fois à très faible dose et il a fini par jeter son bocal des années plus tard parce que ça prenait de la place et de la poussière. T'avoueras qu'en termes de consommation, on est assez loin du profil du junkie. Ah ouais. Donc le mec, il a bouffé des champignons 2 fois dans sa vie, et il écrit un bouquin? Waouh! V'là l'expert! Ah non, c'est presque 30 ans après cette histoire qu'il va commencer à s'intéresser aux psychotropes et écrire un livre. 30 ans après? Mais attends, il a quel âge le mec? Michael Pollan est né en 1955 à New York, ce qui lui fait aujourd'hui 71 ans. Ah ouais? Eh ben je m'attendais pas à ça, tiens. Et c'est quoi son délire là avec les champignons? C'est le grand Schtroumpf qui s'est pointé un jour et qui lui a dit tiens vas-y prends-en, c'est de la bonne? Non. C'est un article écrit par une équipe de chercheurs qui a été publié dans la revue Psychopharmacologie qu'il a lancée dans son enquête. Une équipe de chercheurs de l'université Johns Hopkins a administré de la psilocybine à des patients cancéreux qui n'en avaient jamais consommé. L'expérience a été réalisée en double aveugle avec un placebo actif. Allongés sur un canapé avec un masque sur les yeux et de la musique dans les oreilles, et ils étaient accompagnés du début à la fin par 2 thérapeutes. Et au bout de 30 minutes, les patients qui avaient pris de la psilocybine ont senti une sensation de dissolution de l'ego suivie d'une sensation de fusion avec l'univers ou la nature. Oui bah ils ont fait un truc sous champi quoi. Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Ah bah pour toi peut-être, mais pour les patients qui n'en avaient jamais pris, ou notre auteur qui n'en avait pris que 2 fois mais jamais suffisamment pour ressentir cette espèce d'expérience mystique, c'était carrément inattendu. D'autant que l'étude ne se borne pas à ça. L'ensemble des participants l'ont comparé à l'une des expériences les plus marquantes de leur vie, comparable à la naissance d'un enfant ou au décès d'un proche. 2 tiers l'ont classé comme l'une des expériences spirituelles les plus marquantes de leur vie, et 1 tiers comme la plus marquante. Le bien-être personnel et le plaisir de vivre des participants a été amélioré de manière non négligeable. Et 14 mois plus tard, les ressentis ont peu ou pas évolué. Et ils notent également une évolution positive de leur comportement. Et ces changements ont d'ailleurs été confirmés par leurs proches. Non mais attends, mais si c'est vrai, c'est trop bien. Et c'est quoi tes psychotrucs là? Comment ça s'appelle et où est-ce qu'on en trouve? Alors attends. Avant d'aller plus loin, précisons un peu ce dont on parle. L'auteur a expérimenté au cours de son enquête 3 molécules. La psilocine, issue des champignons hallucinogènes les psilocybes, le 5-MeO-DMT, sécrété par un crapaud, et le LSD. Et là, le LSD aussi? Non mais attends, c'est quoi le délire là? Le mec se fait un grand chelem et il teste tout? Non. Ce sont 3 molécules qui présentent une structure similaire, et qui ressemblent à... un champignon? Non. À la sérotonine. Le groupe de musique suisse? Hein? Non. C'est un neurotransmetteur produit par le corps qui est impliqué dans la gestion des humeurs et la sensation de bonheur. Ah ok, ça fait sens. Mais c'est quoi cette histoire que ça guérit les dépendances et puis rend la vie plus belle? Alors justement, un peu d'histoire s'impose. En 1938, Albert Hofmann, chimiste suisse de son état, est missionné pour synthétiser les alcaloïdes produits par l'ergot. L'ergot? C'est pas les griffes du poulet ça? Non. Enfin si, aussi. Mais là c'est un champignon qui contamine le seigle.
Et donc, un beau jour d'automne, il synthétise la 25e molécule de la série, le diéthylamide de l'acide lysergique, abrévé en LSD-25. Il la teste sur des animaux et ils deviennent un peu agités, et puis c'est tout. Eh ben super la découverte. Eh oui. Et donc la formule au placard, et ce n'est que 5 ans plus tard, en 1943, que Albert Hofmann se décide de synthétiser à nouveau cette molécule. Parce qu'il trouvait sa structure intéressante et qu'il avait l'intuition que cette substance pourrait avoir de l'intérêt. Ok. Malgré toutes les précautions prises lors de la manipulation, le composé a, semble-t-il, pénétré sa peau. Troublé dans son travail par des sensations inhabituelles, il rentre chez lui, s'allonge sur le canapé, et jouit du spectacle inouï des formes et des couleurs. Oui bon bah il a fait un trip au LSD quoi. Ah oui mais le premier de l'histoire, en Suisse, et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et 2 jours plus tard, il décide de se soumettre lui-même à l'expérience. Mais c'est qu'il récidive le bougre. C'était une pratique courante à l'époque. Il procède donc avec une extrême prudence et dissout 0,25 mg de LSD dans un verre d'eau. Et c'est beaucoup? Ah non, c'est peu. C'est même infime pour n'importe quel autre médicament. Mais le LSD est un des psychotropes les plus puissants que l'on connaisse. Et c'est ce qui a poussé les scientifiques à isoler et rechercher les neurotransmetteurs et la sérotonine qui les activent, afin de comprendre pourquoi un composé en si faible concentration pouvait avoir un effet aussi puissant sur notre esprit. Et c'est ce qui contribuera à l'avènement de la neurologie moderne dans les années 50. Ça sent le bad trip! Le premier de l'histoire. Tous les objets prenaient des formes grotesques et menaçantes. Mon démon avait pris possession de mon âme, de mes sens, de mon corps. Je sautais, je criais pour m'en débarrasser, et je finissais par retomber épuisé sur le canapé. Mon moi était suspendu quelque part dans l'espace, et mon corps étendu sans vie sur le canapé. Et puis bon bah le médecin est arrivé, tous les signaux vitaux sont normaux, juste les pupilles dilatées à l'extrême, et verdict, tout va bien. Et bon, et ensuite? Ensuite, une sensation de plénitude, l'exact opposé de la gueule de bois. Il est sorti après une averse, et tout luisait d'une lumière étincelante, le monde était comme recréé. Oui non mais ensuite, le médicament miracle, tout ça, là, parce que bon, pour l'instant ton histoire c'est juste, un mec a pris du LSD. Ah oui, mais c'est le premier! Et le LSD est un des psychotropes les plus sensibles à la suggestion. Et là, le mec n'avait littéralement aucune attente. Oui, bon! Et ben, suite à ça, dans les années 50, le LSD a été utilisé pour traiter l'alcoolisme chez des milliers de patients au Canada et aux USA. L'alcoolisme? Ah bah oui, mais pas seulement. Il y avait aussi l'addiction, la schizophrénie, la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, l'autisme, la détresse existentielle en fin de vie. Plus de 40 000 personnes ont pris part à ces essais, et il existe plus d'1 millier de rapports cliniques. Il y a eu en tout 6 congrès internationaux scientifiques sur les psychotropes entre 1950 et 1965. Certains des meilleurs spécialistes en psychiatrie ont mis au point des modèles thérapeutiques basés sur ces substances, et le tout financé par l'État. Et dès 1953, même la CIA mène ses propres expériences sur les psychédéliques. Mais c'est ouf! Et il vient d'où tout ce LSD? Eh bien Hofmann, notre chimiste suisse, il travaille chez Sandoz, et après son bad trip, il va voir la direction, qui prend une décision inhabituelle, et décide de participer au financement de toute étude, quelle qu'elle soit, et où qu'elle se déroule, pour trouver une application au délicide. Le quoi? C'est le nom commercial du LSD. Et pour ça, il se propose de fournir autant de LSD que nécessaire à tout chercheur qui en ferait la demande. Et la définition de chercheur qui a été adoptée était plutôt large. Et le tout a duré de 1949 à 1965. Et donc les mecs ont inondé l'Amérique du Nord de LSD pendant 16 ans. C'est dingue. Vite Marty! Retournons dans cette bonne vieille année 1955! Tu dis ça à cause de la sœur de l'auteur? Hein? Non, je dis ça parce que Doc et Marty, ils retournent en 1955, et que c'est l'année où il y a plein de LSD partout. Mais c'est quoi le rapport avec la sœur de l'auteur? Non, c'est parce que la sœur de Michael Pollan, c'est la femme de Michael J. Fox, qui interprète Marty McFly. Bon, et le LSD à gogo, alors, ça a donné des résultats au moins? Eh bien, dans un article de 1967, une synthèse est faite sur l'efficacité des thérapies psycholytiques. Et elle donne 70% de réussite pour le traitement de l'anxiété, 62% pour le traitement de la dépression et 42% pour le traitement des TOC. Non mais attends, mais il y a un problème dans ton histoire là.
Si à la fin des années 70, il y a toute l'Amérique qui soigne ses dépressifs à coups de LSD, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Non, parce qu'en ce moment, on parle quand même pas mal de santé mentale, et j'ai jamais vu un spot publicitaire pour du LSD ou des champignons. Ou alors c'est resté aux States. Une de ces raisons, selon l'auteur, c'est que la contre-culture qui arrive aux États-Unis dans les années 60 s'empare du LSD. Les jeunes ont enfin un rite de passage à eux qui, plutôt que de les emmener vers le monde des adultes, les emmène dans un univers psychique inconnu de leurs parents, et qui leur fait rejeter le monde du travail, la guerre du Vietnam, etc. De plus, l'apparition de LSD de contrebande à partir des années 62 et l'émergence des bad trips aux urgences a poussé la psychiatrie traditionnelle à se mettre à distance des recherches avec les psychédéliques. Et ensuite, la médiatisation croissante des crises psychotiques, des hallucinations et des suicides a déclenché une véritable panique. À la fin des années 70, l'usage des psychédéliques a été jugé illégal et toute recherche a été stoppée. Ah bah on y vient. Il y avait donc bien un côté sombre au truc. Ils ont bien fait de tout arrêter, moi je te le dis. Eh bien, comme on le disait plus tôt, les psychédéliques sont fortement sensibles à la suggestion. Et donc si tu es persuadé que tu vas faire un bad trip, eh bien il y a de grandes chances que ça arrive. De même, si tu es persuadé que tu vas découvrir une vérité universelle et transcendantale, eh ben c'est probablement ce que tu vas vivre. En revanche, si tu es schizophrène à tendance suicidaire, il vaut mieux éviter de prendre ces substances en dehors de tout cadre thérapeutique. Thérapeutique, c'est pas un peu ronflant comme mot juste pour un trip? Ben non, bien au contraire. Les thérapies psychanalytiques s'appuient sur l'interprétation des rêves, l'histoire du patient, pour accéder à l'inconscient de ce patient. Tandis qu'avec les psychotropes, tu peux avoir un accès direct à l'inconscient du patient, tout en faisant en sorte que celui-ci soit toujours en état de pouvoir te dire ce qu'il vit. Ouais bon, ok, mettons. Mais il y a un truc que je m'explique pas. On en a plein, des drogues qui sont illégales mais qu'on utilise quand même en médecine. Alors pourquoi pas les champignons ou le LSD? Eh bien, d'après l'auteur, qui cite l'une des figures majeures des psychédéliques dans les années 60, c'était une chose que de traiter des individus inadaptés. C'en était une autre de traiter la société comme si elle était malade et de transformer des individus sains en rebelles. Ouais, bah ça m'étonne pas. Mais du coup, le médicament miracle, là, c'était juste le délire des mecs sous acide dans les années 50 et 60? Eh bien non. À partir des années 90, de nombreux chercheurs, thérapeutes et spécialistes de deux poils vont faire bouger les lignes pour que ces substances soient de nouveau mises à l'étude. Et ces études seront menées avec une rigueur conforme aux exigences actuelles en matière de recherche clinique. Ah, donc il y a de nouveau des recherches sur les psychotropes en France? Non. En Angleterre, aux États-Unis et en Suisse, oui, mais chez nous, pas encore. Ouais, bah ok, d'accord. Mais quand est-ce qu'il les fait, là, ces trips, ton journaliste, là? Non, parce que pour l'instant, ton bouquin, c'est l'histoire du LSD pour les nuls. Alors, le travail de Michael Pollan est tout simplement colossal. Le mec a rencontré à peu près toutes les personnalités de la première et de la seconde vague avant de pouvoir minutieusement choisir les personnes qui seront ses guides. Oui, bah ok, et donc? Ah non, mais parce que là, moi je résume à mort pour que ça aille vite, mais le bouquin fait 560 pages et il est super bien écrit. Si je racontais tout ce qu'il y a de passionnant là-dedans, on y serait encore demain. Oui, non, mais là, c'est toi qui es long. Oui, bon, pardon. Premier trip, LSD. Les conseils de son guide: si tu vois des monstres, ne fuis pas. Approche-toi et demande-lui: que fais-tu dans ma tête? Qu'as-tu à m'apprendre? Eh ben, c'est vachement rassurant, n'est-ce pas? Et donc, quand les effets ont commencé à se faire ressentir, la guide l'a invité à s'allonger, à mettre un masque sur les yeux, et puis elle a allumé la musique. Et c'était quoi comme musique? Un truc vaguement amazonien, avec des instruments traditionnels et des sons de la nature. Et ça l'a amené dans un paysage forestier dans lequel il s'est laissé guider par les déambulations de la musique pendant ce qui lui a semblé être des heures. Puis enfin, il est arrivé à une cabane géante dans laquelle chaque étage représentait une étape de sa vie avec sa femme. Il a été ensuite entraîné sous terre et s'est glissé, faufilé à nager le long des racines de la forêt. Et il n'a pas eu peur d'être enterré vivant. Oh bah il y a pensé, hein. Mais si ça avait été le cas, sur le moment, il était d'accord avec ça. Ensuite, il a vu la vie de son fils en accéléré jusqu'à aujourd'hui et il a pensé à tout ce qu'il devait lui dire, sa fierté qu'il éprouvait envers lui, envers ses projets. Puis enfin, il a rendu visite à tous ses proches et s'est retrouvé inondé de compassion, submergé par un torrent d'amour pour tous les membres de sa famille. Ouais, bah moi ça me fait penser qu'il aurait plutôt pris de la MDMA, mais bon...
Puis il a pas vu son ego se dissoudre, ce qui me semble. En effet, et c'est aussi le constat de l'auteur. Bien qu'il avoue lui-même que les mots dénaturent ce qu'il a ressenti, il n'est pas parvenu au stade de l'expérience transcendantale et il s'en est retrouvé un peu déçu. Ah bah tu m'étonnes. Faire 2 ans de recherche, rencontrer des centaines de personnes, choisir un guide et le tout pour finir par planer autant que n'importe quel festivalier pendant l'été, j'avoue, moi aussi j'aurais les boules. Attention, ça ne lui a pas rien fait. Dans les jours qui ont suivi, sa femme l'a trouvé inhabituellement bavard et disponible, et même lui avait l'impression que son énervement ou son impatience habituelle avait complètement disparu. Michael Pollan témoigne même que pendant quelques jours, son quotidien s'est retrouvé baigné d'une lumière théâtrale qui mettait en relief l'ordinaire, ce dont il s'est senti incroyablement reconnaissant. Ouais, mais justement, cet avant-goût d'une autre façon d'exister l'ayant rassuré, il était temps de s'aventurer un peu plus loin. Plus loin? Deuxième trip, psilocybine. Pour Marie, la deuxième guide choisie pour ce voyage, la cérémonie compte tout autant que la chimie. Ce qui, d'après les dires de l'auteur, la rapproche plus d'une chamane que d'une psychologue. Il a donc dû manger un champignon de 12 cm, sec comme le désert et au goût de carton terreux. Eh ben ça donne envie. Et du coup, c'est beaucoup par rapport au LSD? Sachant qu'il en reprendra en cours de séance, la même dose, soit 4 grammes en tout, c'est le double de ce qu'il a pris en LSD. Ok, c'est parti, vas-y, balance. Allongé sur le dos, avec un masque sur les yeux et de la musique chill new groove dans les oreilles, voilà notre journaliste de 60 ans parti pour un paysage nocturne et urbain où la musique crée des stalagmites noirs et doux dans lesquels il se balade librement. N'étant pas très fan de jeux vidéo, cet environnement virtuel dystopique ne lui plaît pas des masses et il demande donc à Marie, sa guide, de changer de musique. Et c'est reparti pour batifoler comme un petit fou dans les sous-bois. Eh bien non, aux grandes dames de notre amoureux de la nature, le voilà qui se retrouve de nouveau plongé dans ce monde dystopique, virtuel, vide et noir, où chaque note de musique devient une forme palpable. Pas de bol. Il retire donc son masque, en partie pour vérifier que le monde réel existe bien toujours, et en partie pour répondre à un besoin pressant. Oulô, pisser sous psylo, je donne pas cher de la salle de bain, moi. L'arc liquide produit a sûrement été la plus belle chose qu'il ait jamais vue de sa vie. Une chute de diamants tombant en cascade dans un bassin dont la surface se brisait en 1 milliard de fractales lumineuses. Waouh! Et quand il a été à court de diamants, il est retourné s'allonger et a replongé dans son univers numérique. Ah, il a pas du tout kiffé. Eh bien, si auparavant il percevait la scène de son point de vue, à savoir qu'il n'aimait pas trop la musique ou qu'il avait peur de voir des démons apparaître, désormais, il voyait son moi se désintégrer sous ses yeux. Le jeu n'était plus qu'une liasse de papier façon post-it s'éparpillant au vent. Non mais attends, si son jeu était éparpillé façon puzzle, qui c'est qui regarde la scène? Eh bien, selon l'auteur, c'est là que le langage touche à ses limites. C'était un point de vue et un état de conscience différent de d'habitude, limité par aucun corps, mais neutre et indifférent à la destruction de ce qu'il avait aimé et construit durant 6 décennies. Son errance dans le monde numérique libéré de son ego a continué ce qui lui semble être des heures. Eh ben, spécial le bad trip quand même. Attends, c'est pas fini. Il demande de nouveau à changer de musique et met cette fois-ci la suite pour violoncelle numéro 2 de Bach, interprétée par Yo-Yo Ma. Il s'est complètement fondu à la musique, devenant une oreille indissociable du flot continu de musique. Et puis, un paysage de mort, desséché et désertique. Les visages de ses proches morts défilant devant lui, et une petite voix qui lui susurre à l'oreille qu'il ne les a pas pleurés assez. Ouais, mais c'était vrai. Alors, ses défenses sont tombées, et puis les larmes se sont mises à couler. Et voilà grosso modo comment s'est passé son deuxième trip avec la psilocybine. Eh ben, il était vraiment perché, hein. C'est exactement ce que l'auteur s'est dit en relisant ces lignes. Mais s'il en reste que cette expérience a été provoquée par un psychotrope, elle n'en reste pas moins réelle du point de vue du cerveau. Et elle ne s'efface pas de la mémoire, à la manière d'une soirée trop arrosée ou d'un rêve un peu chelou. Et le sentiment de notre interconnexion comme une réalité tangible reste bien présent à son esprit. Ouais, pas ouf comme expérience. Il y a mieux. Ah non mais attends, il en a quand même retiré beaucoup de choses d'un point de vue personnel, hein. Mais bon, j'ai passé certaines parties sous silence. Après, si t'es intéressé, tu peux lire le bouquin. Et sans plus attendre, passons donc au crapaud. Le crapaud, le 5-MeO DMT contenu dans le venin du crapaud du désert, est l'un des psychotropes les plus rapides et les plus puissants que l'on connaisse. Eh ben, il a pas peur le coco. Ça me plaît.
Allez, vas-y, balance le crapaud. Une inhalation de la substance et voilà notre journaliste qui se prend une bouffée d'énergie colossale avant même d'avoir eu le temps de s'allonger. Un hurlement phénoménal surgit dans sa tête et voilà que son jeu est pulvérisé façon test nucléaire dans le Pacifique. Ah. Et c'est reparti pour une conscience neutre et indifférente à la destruction de tout ce qui fait son jeu depuis 60 ans. Eh bien non, selon l'auteur, il n'y avait plus de sujet conscient. Tout ce qu'il restait n'était qu'une sensation que de pure terreur. Non, mais il a vécu des trucs quand même. L'explosion nucléaire, tout ça là. Eh ben non, encore une fois, et c'est là qu'on touche aux limites du langage. Il n'y a pas eu d'explosion, d'ouragan ou quoi que ce soit. Ce sont juste des métaphores qui permettent d'à peine toucher du doigt ce qui a été réellement vécu. Des métaphores? Oui. Et il en utilise plusieurs pour essayer de faire ressentir aux autres ce vécu. Bah, comme quoi? Eh ben genre, t'es accroché au fuselage d'une fusée au décollage. Et la vitesse et l'accélération compriment tes chairs. Et tout ce que tu entends, c'est le hurlement terrible du décollage de la fusée. Ou alors un Big Bang à l'envers, de maintenant jusqu'à il y a 14 milliards d'années. Et tu assistes à la destruction par compression de ce qui constitue toutes les dimensions de la réalité jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un grondement assourdissant. Oh, ça a l'air horrible. Oui. Mais le retour à la réalité et la descente ont été bien plus rapides que ce à quoi il s'attendait. Et le fait de revenir d'un endroit où être n'existait pas l'a rempli d'un sentiment immense de gratitude par le fait d'être, par le fait qu'il existe quelque chose plutôt que rien. Oui, bon d'accord, c'est bien joli tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu prends des psychotropes ? Ok d'accord, mais pour ça va falloir revenir sur les neurotransmetteurs et leurs récepteurs dans le cerveau. Oui ok d'accord, mais juste, s'il y a moyen de vulgariser un petit peu et de pas rentrer dans tous les détails, ce serait vraiment super. Ah ok, d'accord. Alors, grosso modo, les psychotropes permettent de shunter le mode par défaut du cerveau. Oui, non mais exagère pas non plus, je veux bien quand même un petit peu plus d'explications. Ah bah, faudrait savoir. C'est ça, fait le malin. Le mode par défaut, c'est le circuit de neurones qui est activé lorsque l'on ne fait aucune tâche particulière, lorsque l'on pense à l'avenir ou qu'on réfléchit au passé. C'est l'endroit où on rêvasse. Ah ouais, c'est genre le mode économie d'énergie. Ah non, au contraire, hein, ce mode consomme beaucoup d'énergie cérébrale. Mais c'est parce qu'il fait partie des zones de notre cerveau qui gouvernent les activités complexes. Et comme il s'est développé tardivement dans notre évolution, il exerce une influence inhibitrice sur les zones plus anciennes, comme la mémoire, les émotions. Il a un rôle de chef d'orchestre et il régule les signaux que lui envoient tous les systèmes en permanence. Ben comment ça ? Eh bien, le cerveau est constitué de nombreux systèmes spécialisés, type le traitement visuel, l'activité motrice, et chacun de ces systèmes envoie des signaux qui sont orchestrés par le mode par défaut. Et c'est grâce à la cohérence donnée par le mode par défaut à tous ces signaux que nous constituons notre mémoire autobiographique, en se basant sur nos expériences passées, ce que nous vivons présentement et nos projections sur l'avenir. Non mais attends, parce que si tu chantes le mode par défaut, ça doit être le giga bordel. En effet, tous les centres de traitement se mettent à communiquer entre eux. Et c'est pour ça que tu peux voir des sons, entendre des couleurs, voir surgir des fantômes du passé, voir des peurs prendre vie dans ton esprit. Et quand le mode par défaut est complètement éteint, c'est là où tu arrives à une dissolution de l'ego tout en ayant parfaitement conscience de ce qui se passe. Ouais, je vois pas bien ce qui te rend si enthousiaste là-dedans, mais ok. Notre cerveau est une machine à prévoir. Et pour ce faire, elle s'appuie sur tout son vécu pour en tirer la meilleure prédiction pour la prochaine action. Ouais, jusque-là, je te suis. Et cette faculté de prédiction, si elle est essentielle au quotidien, elle est également une valve de réduction. Comment ça ? Eh bien, à force d'habitude, certains signaux du monde extérieur ou de notre monde intérieur sont relégués au second plan, voire totalement ignorés. Elle réduit le champ des possibles à un problème donné. En clair, plus on accumule d'expérience, plus on creuse les sillons de nos habitudes. Ouais. Mais du coup, les enfants, ils sont perchés en permanence ? Eh bien, jusqu'à l'adolescence, le mode par défaut n'est pas encore tout à fait fonctionnel. Et donc, on pourrait dire que oui, chez les jeunes enfants, l'état de conscience serait plus proche de celui d'un adulte sous psychotrope que de n'importe quel autre état de conscience. Ouais, bah ça m'étonne pas vraiment. Mais dis-moi, si on sait ce qui prend... Alors attends, il y aurait encore énormément de choses à dire. Mais là, on va passer à l'épilogue, sinon on y sera encore demain matin. Non, attends, d'accord. Mais d'abord, réponds à ça.
Pourquoi les lobbies pharmaceutiques, ils ont pas poussé pour l'utilisation des psychotropes? Non mais franchement, il y a carrément un paquet d'oseille à se faire là. Bah pas vraiment. Le secteur investit principalement dans le traitement des maladies chroniques, à médication quotidienne. Ils vont pas investir dans un traitement à usage unique. Et puis c'est pareil avec la psychiatrie et ses séances interminables et la prise d'antidépresseurs régulières. En plus de ça, le brevet sur le LSD a expiré il y a des dizaines d'années et la psilocybine est un produit naturel. Alors, ok, ça se tient. Donc, Michael Pollan explique qu'il a appris beaucoup de choses au cours de ses expériences, dont beaucoup s'apparentent à ce que l'on peut apprendre pendant une psychothérapie, mais également une nouvelle perspective sur le fonctionnement de notre esprit. Comment ça? Eh bien, pour lui, le principal intérêt de l'exploration des états de conscience modifiés, c'est de reconnaître que notre vision de la réalité, intérieure et extérieure, est pour le moins incomplète, voire carrément biaisée. Ouais, oh, super. Mais ça n'a aucun intérêt en médecine si c'est juste pour le mieux-être et l'ouverture au monde, hein. Ah bah au contraire. L'usage des psychotropes intégrés aux soins palliatifs et aux psychothérapies a du coup toute sa place. Le taux de mortalité lié aux troubles psychiatriques graves ne diminue plus. Et l'idée de thérapie assistée par des psychotropes suscite de nombreux espoirs au sein de la communauté scientifique, en plus de leurs résultats sur les traitements de l'anxiété, des addictions ou des dépressions. En tout cas, en 2018, quand le bouquin est écrit, de nombreux verrous réglementaires étaient en train de sauter. Et voilà, c'était j'ai lu... Non, mais attends, j'ai encore plein de questions, moi. Ah bah j'imagine bien. D'autant que j'en ai pas parlé, mais Michael Pollan nous décrit toute la galerie de personnages qu'il a rencontrés pour écrire son livre, et ils sont tous plus savoureux les uns que les autres. Il y en a même qui ont des théories passionnantes sur la conscience. Ah ouais? Genre quoi? Eh ben, de la meuf qui prend du LSD en microdose quotidienne et qui s'est auto-trépanée, à la théorie du singe enivré ou du mycophile, pour qui tout problème a une solution et cette solution est forcément un champignon, il y a vraiment tout un tas de choses incroyables à découvrir dans ce livre. Mais pour ça, faudra lire le livre. Et voilà, c'était J'ai lu un truc.